Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette. I'm telling you, these countries are calling us out, kissing my ass. Merde alors, quel bordel. Allons les enfants, du calme. Je suis ressortie du SNU en étant plus mature. Putain, c'est génial. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Nous sommes en guerre. Eh oui, ce cri de guerre est entendu depuis 5 ans. Vous vous rappelez, notre président bien-aimé, Emmanuel Macron, nous disait, nous sommes en guerre. Contre qui, contre quoi? D'abord, c'était le virus. Ensuite, c'est la Russie. Ensuite, je ne sais pas si c'est l'Iran ou Israël. Ensuite, enfin, il y a toujours un objet de contestation. Tant que c'est pas sanglant, c'est moins grave, mais évidemment, ça prend des aspects extrêmement sanglants un peu partout, hein. Au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, et puis ça se précipite, ça bouleverse, etc. On va en parler évidemment autour d'un personnage qui tire plus vite que son ombre, qui est Donald Trump. Donald Trump est aujourd'hui au sommet de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il va demander à l'OTAN? Qu'est-ce qu'il va exiger? Ah oui, on veut bien vous protéger, mais attention, ça coûte tant par rapport au PIB. Et qu'est-ce qui se passe avec ce cessez-le-feu là, qui vient contre toute attente, qui dure apparemment, mais enfin ça fait quelques heures, donc on verra. On va en parler avec Nicolas Mirkovitch, qui a écrit un très brillant livre sur l'Amérique Empire. Est-ce que l'Amérique Empire est plus forte que jamais ou pas? En tout cas, qui vivra verra. Et avec nous, avec Sud Radio, on va suivre ça très fortement, mais vous allez voir. Et puis le SNU. Alors c'est quoi le SNU? Eh bien le SNU, c'est effectivement le service national universel. Vous savez qu'on a supprimé les services militaires il y a maintenant, allez, j'allais dire, parce que on a l'impression que c'est du temps de la préhistoire, c'est pas si vieux que ça, et on le remplace par le service national universel. Alors ce service national universel, il est censé effectivement donner des cours de civisme, le drapeau, etc., promesse de cœur. Ça a été lancé en 2019, et simplement on fait des vidéos aussi de formation. Mais alors ces vidéos de formation, il y a quand même des textes et des mots dont on ne sait pas d'où ils viennent et comment ils viennent, vous allez voir. C'est quand même assez scandaleux. On en parle avec Séverine Dumini, qui est la coordinatrice nationale de parents vigilants. Oui, il n'est pas mauvais que les parents soient vigilants en ce moment, et tout le temps d'ailleurs, il faut le dire. Et puis évidemment, on va parler de notre cher Jean-Luc Mélenchon, qui dit qu'il n'y a plus besoin de langue française, il faut l'appeler la langue créole. Oui, mais non, c'est la créolisation, donc langue française, c'est pas la peine. Hein, ça, c'est pas que ça sert plus à rien, mais langue française, faut trouver mieux que ça. C'est évident, hein, bien sûr. Et puis, on va parler de tout ce qui se passe, effectivement. Fessenheim, on a recueilli les larmes amères de Sandrine Rousseau. Elle ne comprend pas qu'on veuille rouvrir Fessenheim, et on lui répond. Et puis, en seconde partie d'émission, nous allons recevoir un écrivain remarquable, quelqu'un qui est toujours dans les chemins de traverse et qui vient de passer, parce qu'on n'en parle pas depuis quelque temps, hein. Le Moyen-Orient a tout envahi, avec l'Iran et Israël évidemment, et il a passé 3 mois en Russie, 3 mois à parcourir la Russie, et il en revient. Il a écrit Vue de Russie, chronique de guerre dans le camp ennemi. Thierry Marignac, on l'aura en seconde partie d'émission. À tout de suite, attachez vos ceintures. Pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ils sont venus, ils sont tous là. Quand ils ont entendu ce bruit, Trump est à l'OTAN. Et oui, en ce moment, c'est vrai que la sidération bat son plein. Et comme, encore une fois, Trump tire plus vite que son ombre, est en train de se demander à quelle sauce certains seront mangés ou pas. Voilà. Donc, Trump, il est à La Haye pour le grand sommet de l'OTAN. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique. Oui, Jodassin, l'Amérique. Mais de quelle Amérique parle-t-on aujourd'hui? Nicolas Mirkovitch, bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, vous avez écrit, vous êtes géopolitologue, et je rappelle que vous avez écrit ce livre, on vous avait reçu d'ailleurs pour ça, très bon livre, L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Alors justement, voilà, Trump est à La Haye, on va parler évidemment de l'OTAN, on va parler de l'article 5, de ce que parle l'OTAN, mais Trump est à La Haye pour leur dire, alors, where is the money?
Et est-ce que vous allez payer ce que nous, on en a marre de payer ce qu'on paye? Il faut maintenant rééquilibrer. Mais auparavant, justement, j'aimerais avoir votre sentiment, Nicolas Mirkovic, sur le plan de cet Amérique Empire. Alors qu'on disait que l'Occident était mort et enterré, apparemment, il a quand même repris une certaine initiative ces jours-ci. Donald Trump a clairement voulu montrer ces derniers jours dans l'affaire entre Iran et Israël que l'Amérique comptait être un joueur sur la scène internationale, et je pense qu'il a surtout voulu montrer qu'il était prêt à utiliser la force. Ce qui était important, à un moment même, au sein même du camp occidental, atlantiste, beaucoup de personnes n'aiment pas Donald Trump, il ne faut pas tourner autour du pot. Lui, je pense qu'il a voulu montrer qu'il était capable d'user de la force et que c'était extrêmement important pour lui. Il a certainement été il a été même très maladroit par rapport à sa base, parce qu'on a vu les remontées de terrain des personnes des Trumpistes de la première heure, Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, qui lui ont reproché, parce que du coup, ils ont dit avoir voté pour un homme qui voulait la paix et qui allait concentrer les efforts des États-Unis sur les États-Unis. Mais Donald Trump, dans ce contexte international qui est très compliqué en ce moment, où il y a beaucoup de lignes qui bougent, il a voulu utiliser la force et il arrive là au sommet de l'OTAN comme un peu l'homme fort de l'OTAN. Et je pense qu'il a aussi voulu discipliner les autres membres de l'OTAN en disant, écoutez, le patron de l'OTAN, je vous rappelle que c'est moi, le plus gros budget de l'OTAN, c'est moi. Et maintenant, on va discuter. Et on sait en effet, André Berkoff, que ce que souhaite Donald Trump, c'est que les pays membres de l'OTAN s'engagent à hauteur de 5% de leur PIB de dépenses militaires. Alors justement, Nicolas Mirkovic, on va parler de ça. Est-ce que c'est faisable? Parce que on se demande, est-ce que la France qui cherche, vous avez vu que François Bayrou cherche 40 milliards d'euros désespérément, sans parler de tout le reste, sans parler de la dette. On voit l'Espagne. L'Espagne a déjà dit qu'elle ne pouvait absolument pas s'engager à aller jusqu'à 5% du PIB. Ils l'ont annoncé même avant le sommet. Les autres, on attend. En tout cas, le sommet vient de s'ouvrir. Hein. Ils ont fait la photo de famille hier soir et les réunions commencent ce matin. Mais au fond, est-ce que, alors on n'est pas dans la tête de Trump et les autres, est-ce qu'à votre avis, il y a quelque chose qui va se passer en disant, est-ce que Trump peut dire, compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu, vous avez dit effectivement sa base, bon, les Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, mais ça, ce sont aussi les médias, on a l'impression que la base quand même suit, étant donné que ça a marché, ça aurait pu ne pas marcher du tout, évidemment, ça aurait été autre chose. Mais, fort de ce cessez-le-feu, on verra si ça dure ou pas, fort de ce qu'il a dit, on en reparlera par rapport à Iran et Israël, où il a joué un peu le patron de classe, hein, au coin, là, hein, vous avez intérêt à obéir, sinon, etc., etc. Hein, c'est ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites vous-même, Nicolas, que Trump se présente en position de force, mais quels sont les enjeux, en fait, de cette OTAN, de cette réunion de l'OTAN? Alors, je pense que c'est ça le but, c'est extrêmement compliqué de définir quel est le rôle de l'OTAN. L'OTAN a été créée en 1949 par rapport à l'URSS. Il y a le pacte de Varsovie qui a été créé plusieurs années après. Aujourd'hui, depuis la fin des années 90, on se demande même à quoi sert l'OTAN dans ce monde qui bouge. Je pense que Donald Trump avait déjà exprimé dans le passé qu'il n'était pas un fan de l'OTAN. C'est même que Emmanuel Macron, il y a quelques années, avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Tout à fait. Et l'OTAN se cherche une espèce de justification. Et je pense que le sujet est le suivant. Donald Trump n'est pas forcément contre l'OTAN si les Européens s'engagent militairement. Et je pense que le rôle des Européens dans l'OTAN, c'est de plus ou moins de fixer la Russie. C'est pas faire la guerre contre la Russie, mais c'est de faire en sorte que les armées européennes s'occupent de la Russie pour que l'armée américaine puisse se redéployer en Afrique, au Moyen-Orient et surtout dans le Pacifique. Parce que le centre du monde qui arrive est dans le Pacifique. Et pour cela, il faut que les Européens s'engagent. Et dans ce cadre-là, je pense que Donald Trump serait partant. Et c'est assez intéressant parce que Donald Trump a montré hier sur les réseaux sociaux un message perso, privé, qu'il avait reçu de Mark Rutte, qui est donc le secrétaire général de l'OTAN, qui flagore Trump, qui le félicite pour ce qu'il a fait en Iran et qui s'engage sur le fait que les pays membres de l'OTAN vont honorer les 5% de budget demandés par Donald Trump. Et d'ailleurs, ce matin, lors d'une première conférence de presse, Rutte a de nouveau dit que les pays de l'OTAN allaient viser les 5%, ce qui est gigantesque. Aujourd'hui, le but, c'est 2%, ce qui est énorme, et ça voudrait dire, et la France, on est un peu plus de 2%. Ça voudrait dire que la France aurait plus que doublé son budget militaire, pile à un moment où on n'a pas d'argent pour la police, pour la justice, pour la santé, pour les écoles,
pour les paysans, pour tous les sujets que nous connaissons. On se demande d'où pourrait sortir cet argent, à part éventuellement une nouvelle dette ou de l'argent magique qui descendrait du... Oui, parce que 5% du PIB, ça fait plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ah bah donc, clairement, ça va faire plus de 100 milliards d'euros, ça c'est certain. Ça c'est certain, ça en doublerait plus, on arriverait à du 130, 150 milliards d'euros pour la défense dans une organisation de l'OTAN qui voit la Russie comme l'ennemi suprême. Et je pense que si on demandait aux Français aujourd'hui quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au jour le jour, dans la rue, dans leur gestion de leur portefeuille quotidien, personne ne va vous répondre la Russie. Mais on a quand même aussi une OTAN qui est figée dans cette espèce d'esprit schéma mental fin de Deuxième Guerre mondiale où c'est encore la Russie. Donc il va falloir que Trump jugule cela, parce qu'on a encore Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a dit qu'il fallait mettre un terme à cette guerre en Russie. Donc vous avez à la fois des faucons de guerre européens de l'OTAN qui veulent mener la guerre contre la Russie, les Américains qui demandent, enfin qui imposent quasiment aux Européens d'être à hauteur de 5% de leur budget de défense pour être dans l'OTAN, et qui en même temps disent on ne veut pas faire la guerre contre la Russie. Je pense qu'ils veulent dire à la Russie qu'il y a une puissance militaire sous couvert de l'OTAN, c'est-à-dire sous couvert des États-Unis en Europe, mais qui ne veulent pas la guerre pour autant. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est l'enjeu des discours aujourd'hui. Mais alors, Nicolas Birkovic, justement, il dit ça, on voit très bien ce qui se passe. D'ailleurs, juste petite anecdote, pour une fois, Zelensky n'est pas venu avec en t-shirt guerrier ou etc. Il est venu en costume, qui est amusant. Bon, il dit aussi, voilà, mais lui, il est temps aussi, j'attends ma part aussi, etc. Mais au fond, au-delà de ça, et Ursula von der Leyen, qui a fait un discours très offensif en disant nous serons là, nous allons bâtir cette armée européenne. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais ça revenait à ça avec plusieurs centaines de milliards de dollars. Au fond, bon, il y a des discours martiaux, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a eu ce qui s'est passé là au Proche-Orient et on verra ce qui va se passer. Tout de suite, on enchaîne sur le côté OTAN. Mais est-ce qu'on peut concevoir que effectivement l'OTAN peut aujourd'hui changer de cap parce que reste et on l'attend aussi les futures conversations Trump-Poutine qui vont se passer peut-être en Arabie Saoudite ou ailleurs. Donc, si vous voulez, vous avez la séquence Moyen-Orient, vous avez la séquence OTAN aujourd'hui à La Haye, mais demain, et vous le savez Nicolas, vous allez avoir la séquence Trump-Poutine pour le côté Ukraine-Russie. Est-ce que tout ça, est-ce que ça ne met pas quelque chose d'assez étonnant par rapport à... Moi, ce qui me fascine, c'est la vitesse absolue avec laquelle tout ça se passe, quoi. Je veux dire, on a l'impression que ce n'est plus question de semaines ou de mois, mais d'heures, presque. Bah, il va falloir quand même que Trump torde le bras aux responsables politiques européens, et je rajoute le Royaume-Uni, qui sont très anti-Russie et qui, vraiment, on va dire, n'ont pas de stratégie pour l'OTAN. Quand on leur demande quelle est la stratégie de l'OTAN, ils n'en ont pas. Je pense que pareil, ce sont des budgets qui sont conséquents. Le budget de l'OTAN, c'est plus de 1000 milliards de dollars. Bon, évidemment, les États-Unis représentent quasiment 80% de tout cela. Mais pourquoi est-ce qu'on a une défense? Quelle est la stratégie européenne? Est-ce que c'est vraiment la Russie qui nous menace aujourd'hui, qui nous menace dans nos rues, qui nous menace dans nos portefeuilles ou pas? Et donc, je pense que tant que Trump n'aura pas au sein même de l'OTAN des partenaires qui soient alignés sur sa pensée, on peut penser à des responsables politiques comme Meloni, comme Orban, comme d'autres, et je pense que c'est vraiment un enjeu pour Trump et sa stratégie d'avoir de telles personnes au sein de l'OTAN, pour dire non, on a une autre vision de l'OTAN, on va le transformer, puis on va l'adapter à ce monde qui bouge extrêmement vite. Trump ne va pas y arriver, ça c'est certain, tant qu'il y aura une mentalité du siècle dernier qui ne comprend pas les nouveaux enjeux géopolitiques, ce monde multipolaire qui est en train de se mettre en place, et ça va être compliqué pour lui, et il pourrait, et ce ne serait pas une surprise, au bout d'un moment, en avoir ras-le-bol et dire je retire tout. Vous vous débrouillez, les Européens, vous allez vous débrouiller, moi j'ai d'autres chats à fouetter, parce que les enjeux des États-Unis aujourd'hui ne sont pas en Russie. Les États-Unis veulent garder l'Union européenne comme une zone d'échange pour leurs marchandises, ils veulent nous exporter leur gaz naturel de schiste, ils veulent nous exporter leurs serveurs, leurs téléphones, tout ce qu'ils peuvent, ça c'est clair, ils veulent un marché captif. Mais l'enjeu pour eux est l'Asie, parce que le centre dynamique économique mondial aujourd'hui est clairement en Asie. Et si de l'Asie, on peut penser à la Chine notamment, un pays ou des pays émergent et d'amorer le pion aux recherches et à la recherche et au développement américain, à la suprématie technologique américaine, voire même à la suprématie militaire américaine, eh bien, c'est sûr et certain que dans cet objectif, dans ce monde qui se développe, les États-Unis seraient réduits à une portion plus congrue, qui resterait énorme, mais qui serait plus petite. Donc, s'ils n'y arrivent pas, c'est l'enjeu de Trump aujourd'hui, parce que si ça ne marche pas, ça ne pourra pas fonctionner s'ils ne sont pas alignés. Et l'OTAN a un grand problème d'alignement. L'OTAN ne sait pas dans quelle direction elle veut aller.
Elle manque de stratégie, elle ne voit que des ennemis, elle voit plus personne à défendre. Oui, et puis savoir si elle peut se défendre, parce que en fait l'enjeu, Trump peut parfaitement dire à un moment donné, écoutez, si ça va pas, moi je quitte l'OTAN, comme j'ai quitté l'Organisation mondiale de la santé, bon ben écoutez, débrouillez-vous, moi c'est plus mon problème. Ça peut, je dis pas que ça va arriver. Exactement. Ça peut arriver. Mais justement, aujourd'hui, vous savez, ce fameux article 5, qui permet à chaque pays membre est attaqué, tous les autres se portent à son secours, etc., etc. Et aujourd'hui, l'OTAN est devenue vraiment une espèce de force de pieuvre, oui, on peut le dire. Mais au fond, on a quelqu'un d'atypique qui peut, au fond, renverser la table. C'est de l'ordre des possibilités, ça. Oui. Nicolas Mirkovic. Oui, parce que Trump est très difficile à gérer. Je pense que moi, j'aimerais pas travailler dans son équipe parce qu'il dit noir un moment, blanc le lendemain, gris le surlendemain, mais il veut que les choses bougent. Et ça, on peut critiquer Trump sur pas mal de sujets, mais il veut que les choses bougent. Et pour bouger les lignes aujourd'hui au sein de l'OTAN, il faut quelqu'un de la Trump. Exactement. Ouais. Parce que lui, il peut faire bouger les lignes, il va leur expliquer, il va être très clair, il ne va pas manier la langue de bois, il va dire voilà ma stratégie, voilà ce que je veux mettre en place. Je suis l'homme fort de l'OTAN en ce moment, que vous le vouliez ou pas, je représente le plus grand budget, et aujourd'hui, vous allez suivre cette ligne de route où je me retire. Et je pense qu'aujourd'hui, les Européens seraient paniqués. Demain, si les États-Unis se retirent de l'OTAN, je peux vous garantir, l'Europe ne sait pas comment se défendre. Il n'y a pas une langue commune, on n'a pas des armes en commun, on n'a pas la capacité de surveillance, de renseignement des Américains. L'Europe serait perdue. Et comme elle est sur plein d'autres sujets, ce ne serait pas nouveau qu'elle soit incompétente sur l'armée ou la défense. Ça serait pas surprenant pour la même organisation qui est incompétente sur l'agriculture, la sécurité, la justice, etc. Bref, donc Trump doit leur dire c'est comme ça ou rien. Et ce qu'on ne voyait pas avant, un Biden, un Obama, ou même un Trump première version, il n'osait pas aller jusque-là. Là, Trump aujourd'hui, je pense qu'il arrive avec un message clair et c'est à prendre ou à laisser. Ça prendra peut-être un peu de temps, ça sortira peut-être pas de la réunion d'aujourd'hui. Mais si ça ne marche pas, il n'hésitera pas à dire débrouillez-vous, je vais. N'oublions pas que Trump aussi, tout en peut-être essayant de dynamiser l'OTAN, veut quand même négocier ou tente de négocier avec la Russie et la Chine parce qu'il a quand même cette idée de répartition de la puissance au niveau mondial. Son enjeu, c'est ça. Pour Trump, l'Europe, ça reste une zone de vassalisation. C'est vraiment comme ça que les présidents américains nous voient depuis peut-être pas la nuit des temps, mais en tout cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils nous verraient encore comme ça, mais avec une stratégie différente. Tout à fait. En tout cas, Nicolas Mirkovic, on peut dire, et vous l'avez fait, Amérique Empire. Malheureusement, on ne peut pas dire aujourd'hui, et depuis longtemps, l'Europe Empire. C'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain. C'est ça. Merci beaucoup, Nicolas Mirkovic. On a besoin des États-Unis. Ouais. Voilà. On va suivre tout ça, en tout cas. Et merci de vos éclaircissements. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, quand on fait des vidéos à des élèves de seconde, des élèves de 15 ans, 16 ans, 17 ans, dans le cadre du service national universel, on se dit que ça va être très intéressant, informer, pédagogiser sur les valeurs de la République. Eh ben, écoutez, il y a certaines vidéos qui paraissent vraiment frapper du coin, je ne dirais pas de l'infamie, mais du mauvais goût le plus glauque. Écoutez, on en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Jacques Higelin, Alerter les bébés, une sublime chanson. Alors alerter pourquoi ? Eh bien c'est bien qu'on ait des lanceurs d'alerte, comme justement des lanceuses d'alerte comme Séverine Dumini, coordinatrice nationale de parents vigilants. Bonjour Séverine Dumini. Bonjour Monsieur Berkov. Alors, écoutez, c'est intéressant parce qu'on a été justement, avec Maud Koffler, on a écouté cette vidéo magnifique et c'est diffusé à des élèves de seconde, donc dans le cadre du service national universel. Je rappelle les promesses de campagne du chef de l'État. Le SNU, donc, a été lancé en 2019 avec l'objectif de le rendre à terme obligatoire pour toute une classe d'âge, environ 800 000 jeunes par an. Mission d'intérêt général, séjour de cohésion, j'adore ces jours de cohésion, c'est toujours très bien. Comprendre des activités sportives, culturelles,
culturelle, intellectuelle, avec des journées qui débutent par la levée des couleurs, drapeau, hymne national, très très bien, ça, et port de l'uniforme. Alors, il ne concerne jusqu'à présent que de jeunes volontaires, parce qu'il faut être volontaire pour y aller, âgés entre 15 et 17 ans. Je rappelle très rapidement, en 2023, 40 000 d'entre eux ont participé au SNU. L'objectif était de 64 000, taux de désistement assez élevé. Coût annuel de l'opération, donc, annuel, 5 milliards d'euros. Cour des comptes est assez dubitative là-dessus, donc... Et puis, alors voilà, on fait des formations, etc. Et puis, on fait des vidéos. Voilà, des vidéos de formation, de dire des choses. Mais, par exemple, là, c'est une, donc, je rappelle, dessinée aux 15-17 ans, aux 15-18 ans. Et on parle des parents. Écoutez, c'est un extrait, mais écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Écoutez. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme légitimé. Car vous l'aurez constaté, petit à petit et depuis quelques années, papa et maman sont devenus des gros racistes. Malgré leur diversité, on a parfois tendance, en France, à les réduire à deux grandes catégories, les Noirs et les Arabes. Surtout les Arabes, comme dit maman. Comme papa et maman savent que le racisme ne construit jamais rien de positif, leur cerveau a eu besoin de s'inventer un récit de repli. Ils se disent donc, je cite, « Je ne suis pas raciste, mais dans le cas des Arabes, c'est différent parce que eux, c'est vraiment une sale race. » Voilà les enfants, vous savez maintenant comment papa et maman arrivent à vous expliquer qu'ils sont les meilleurs parents du monde tout en étant des gros racelards. Je vous invite à les rejoindre dans le salon et de leur dire d'aller bien se faire enculer. Vous avez bien entendu, voilà, ça c'est dans le cadre de formation civique. Voilà, papa et maman sont des gros racistes, sont des gros racelards, et qu'ils aillent se faire en... Voilà, eh bien c'est dit ouvertement dans la vidéo. Alors on voudrait comprendre, hein, c'est dans le cadre de l'éducation nationale. Donc, Séverine Dumini, d'abord comment vous êtes tombée sur cette vidéo qui est quand même hallucinante. C'est de la vraie pédagogie, là, on enseigne les valeurs de la République. Oui, oui, tout à fait. Bah, écoutez, c'est un membre de notre réseau, un parent vigilant, qui nous a donc contacté pour nous rapporter l'expérience de son enfant qui, en classe de seconde, a réalisé un stage en cohésion donc au SNU. Il a réalisé ce stage à la place du stage professionnel. Vous savez, les élèves de seconde réalisent un stage, mais ils peuvent le remplacer par ce stage de SNU. C'est un stage de 12 jours qui se fait dans un hébergement. Et donc, il y a effectivement un programme, comme vous l'avez rappelé au début, de sport et puis également de partage de valeurs citoyennes. Alors ils ont effectivement fait des activités telles, hein, comme des levées de drapeau, comme chanter la Marseillaise, mais il se trouve que ils sont encadrés par des jeunes et les encadrants, certains encadrants, plusieurs en tout cas d'après ce parent, ont des discours qui sont totalement à l'opposé des valeurs qui sont censées être développées dans le cadre du séjour à SNU, et donc des encadrants ont diffusé cette vidéo aux participants et ont tenu également pendant le séjour, toujours donc de ce parent, d'après ce parent, des propos politiques en donnant des consignes de vote pour 2027, en indiquant qu'il y avait certains médias qu'il ne fallait pas regarder et en disant qu'ils étaient très bien conscients qu'ils ne respectaient pas leur obligation de neutralité, mais qu'ils s'en fichaient. Voilà non, mais comment on arrive, oui, mais ça déjà c'est pas mal, effectivement. Enfin, quand je dis c'est pas mal, vous voyez dans quel sens. Mais comment on peut faire tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais dans le cadre du SNU, après chacun peut éructer ce qu'il veut sur les réseaux ou ailleurs, mais dire oui, vos parents sont des gros racistes, ils n'aiment pas les Noirs et les Arabes, c'est tenu comme voilà la réalité, vous petits Gaulois, vos parents sont tous racistes, et ce sont d'ailleurs des uns, etc., etc. Et comment on arrive à ça, comme là ce n'est pas des propos qu'on tient comme ça, c'est une vidéo réalisée avec quelqu'un qui dit doctement ça, quoi. C'est déjà autre chose. Oui, mais en fait, cette vidéo, elle vient d'Internet, des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été faite et fabriquée. C'est ça, pas pour le SNU. Oui, je comprends. Non, voilà. Donc, ce sont des encadrants du SNU qui ont pris cette vidéo sur le net et qui l'ont diffusée aux stagiaires, aux jeunes lycéens qui organisaient ce stage de SNU. Donc, évidemment, on se pose la question du recrutement, du contrôle des encadrants dans le cadre du SNU, de la formation et de la fiabilité finalement des personnes qui vont encadrer ces jeunes. Oui. Bon, et après, je crois que vous avez aussi travaillé sur le sujet, puisque moi je me suis
penché par conséquent sur ce SNU et effectivement la Cour des comptes avait mis un rapport en septembre 2024 qui était vraiment on va dire très très critique sur l'intérêt de ce SNU puisque au départ, c'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2017, comme vous l'avez rappelé, qu'il a été mis en place en 2019, d'abord de manière, on va dire, peu élargie, alors qu'au départ, c'était pour tous les jeunes. On est en 2025. Vous avez bien dit que dernièrement, c'était 40 000 élèves qui étaient concernés par ce stage, et vous avez rappelé le coût exorbitant de 2 900 euros en fait par jeune. 5 milliards d'euros annuels. Oui. Alors ça, je crois que c'est la prévision pour que ce soit étendu à tout le monde. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une prévision sur le coût. Et vous dites chaque jeune coûte combien, là, aujourd'hui, dans la formation ? 2 900 euros pour son séjour de 12 jours. C'est dans le rapport de la Cour des comptes. C'est ça, voilà. D'accord. 2 900 euros pour ce stage. Et le rapport pointe du doigt le fait que, finalement, ce projet de SNU ne remplit pas du tout l'objectif qui était, pour Emmanuel Macron, de proposer, finalement, une expérience de mixité sociale et de développer des valeurs citoyennes, parce qu'en fait, le rapport de la Cour de compte met en évidence que les jeunes qui participent à ce stage, en fait, ils sont volontaires et par conséquent, on retrouve des jeunes dont la plupart ont un parent ou des parents qui ont un engagement associatif ou qui ont déjà un engagement, par exemple, dans un comme pompier, etc. Donc peu de mixité sociale, en fait. Aucune mixité sociale, aucune. C'est-à-dire que les jeunes qui participent à ce stage de cohésion SNU sont déjà des jeunes qui sont sensibles aux valeurs citoyennes, aux valeurs d'engagement, et je trouve que ça fait cher payer 2 900 euros finalement. C'est pas rien. Mais alors, Séverine Lumini, est-ce que vous avez, vous, en tant que, justement, parent vigilant, est-ce que, par exemple, là, vous avez réagi, ou comment, est-ce qu'il y a eu des réactions, déjà, par rapport à ces encadrants qui font entendre et voir cette vidéo? Alors nous, quand nous avons comme ça des signalements, nous contactons les services, les responsables concernés. Il faut savoir qu'en général, ou quasiment tout le temps, on n'a pas de réponse officielle. Par contre, nous avons des remontées après. Alors c'est la première fois qu'on est confronté à ce cas de SNU. D'habitude, c'est plutôt à l'école. Nous avons des remontées sur le terrain des parents qui mettent en évidence qu'il y a des effets, c'est-à-dire qu'ils voient des modifications dans l'enseignement suite à nos signalements. Donc c'est notre objectif, nous en tant que parents vigilants, de dénoncer ce qui peut se passer, et notamment les tentatives, comme là ça se passe finalement, d'intervenir auprès des jeunes et de développer une idéologie, des orientations politiques, en profitant finalement du fait que on se retrouve seul avec des jeunes, la porte est fermée, pour finalement renoncer à la neutralité qui est l'obligation normalement de toute personne engagée pour essayer d'endoctriner, disons le mot, quoi. Il y a une tentative en tout cas d'endoctrinement dans cette démarche. Nous, on a l'habitude de dire chez les parents vigilants que l'école, parce que on est beaucoup plus, comme je le disais, concerné par l'école habituellement, doit rester un sanctuaire dans lequel les querelles des hommes ne pénètrent pas. C'est Jean Zay qui disait ça. Et pourtant, Dieu sait que les querelles des hommes actuellement, il y en a beaucoup. Certes. Et je pense qu'il est important de vouloir lutter pour préserver au maximum de toutes ces tensions. Mais pour revenir au SNU, ça dépend, c'est bien ça, dites-moi, corrigez-moi si je me trompe, ça dépend de l'Éducation nationale ? Alors il dépend des deux ministères, de l'Éducation nationale et des armées. Et des armées, c'est ça. Le ministère de l'Éducation nationale s'occupe de l'hébergement, des conditions pratiques, et le ministère des armées, des programmes, des activités. D'accord, mais alors là Séverine Lumini, par exemple, il pourrait y avoir quelqu'un vous ou d'autres pourriez dire quand même que quelqu'un fasse entendre ça, les gros parents, même si ça sort des réseaux sociaux, tous racistes, tous racelards, tous des salauds et autres noms d'oiseaux, ça mériterait en tout cas un signalement, ça mériterait de remonter. Maintenant vous allez me dire, il y a énormément de choses qui mériteraient de remonter, évidemment, dans les cours d'école et ailleurs. Mais
est-ce que c'est fait? Je sais que vous le faites, vous, en tant que parent vigilant. D'ailleurs, c'est même votre appellation, votre engagement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que ces encadrants peuvent se mettre ce qu'ils veulent. Vous l'avez dit, d'ailleurs. Il dit oui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on sort du cadre, mais on s'en fiche. Oui. Mais c'est ça le problème. Alors, cette vidéo, en fait, qu'elle existe sur Internet, il y a des tas de choses qui existent sur Internet. Bien sûr. Mais je parle pas d'Internet, là. Je parle pas d'Internet. Bien sûr. Le problème dans cette histoire, c'est que cette vidéo a été diffusée, à des jeunes dans le cadre, de la formation en lien avec l'éducation nationale, etc. Et que ce soit des encadrants, qui sont censés être responsables de jeunes, qui aient diffusé cette vidéo à des fins évidemment de les influencer. Donc il est là le problème en fait. La vidéo elle-même qu'on trouve tout sur le net, c'est l'utilisation après. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Écoutez, en tout cas, restons vigilants, tous, et puis merci de vos éclaircissements. On suivra cette affaire comme beaucoup d'autres, mais il faut être d'abord vigilant et signaler. Qui que vous soyez, y compris vous, auditeurs de Sud Radio. Ça, ce n'est pas de la dénonciation, c'est simplement un rappel à l'ordre pour empêcher le désordre. Merci. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avant de quitter Washington pour La Haye, dans son avion présidentiel, Tonton Donald a donné une conférence de presse sur le tarmac. Il n'était pas du tout content, Tonton Donald. Il faut dire que Tonton Donald n'a pas véritablement le vocabulaire présidentiel. Quand il parle, c'est pas vraiment son truc. Là, on avait déjà constaté, mais là, de plus en plus, vraiment, c'est pas du tout ça. C'est intéressant. Il parle un peu comme, comme dans un film de Martin Scorsese. Ça devient presque ça. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Je vais vous dire, qu'est-ce que ça a à voir avec Sabine Paturel? Eh bien, ça a à voir que pratiquement, quelque part, on a l'impression que Donald Trump regarde les gouvernements israéliens et les ayatollahs de l'Iran, il dit, vous faites que des bêtises quand je suis pas là. Vous dites, Berkov, t'exagères. Il dit pas ça, Donald Trump. Il dit pas ça. Eh bien, écoutez, on va traduire, écoutez. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Et ben voilà, et ben qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, enfin je comprends pas, on a fait la cessez-le-feu, je leur ai dit, vous avez 10 heures, vous avez 12 heures, imaginez-vous qu'Israël, et ben il va dropper, il va envoyer des tas de bombes alors que c'était déjà le début du cessez-le-feu. Je suis pas content avec l'Iran, mais je suis surtout pas content avec Israël, c'est pas bien, etc. Et puis il ajoute devant donc ce parterre de journalistes, il dit, vous savez ce qui se passe avec ces deux pays-là, Iran et Israël? Eh ben, ça fait tellement longtemps qu'ils se bagarrent, qu'ils savent même pas pourquoi ils se bagarrent. What the fuck? Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Intéressant, hein? Un langage diplomatique vraiment nouveau. Là, on va enseigner ça sûrement au Quai d'Orsay. Ça va être intéressant de voir les Stéphane Séjourné, ou même les Villepin, ou vous imaginez Hubert Védrine ou Villepin parler comme ça? Non, c'est pas possible. Après, il s'est calmé
calmé. Hein. Il s'est calmé là ce matin. Il a dit non, je suis très content. Je suis très fier d'Israël car les avions ont fait demi-tour. Il est fier d'Israël parce que les avions ont fait demi-tour. Et puis l'Iran, ils vont plus enrichir quoi que ce soit. D'ailleurs, si l'Iran recommence à enrichir de l'uranium, nous frapperons à nouveau. Voilà, écoutez, nous, on va continuer. On fait le cessez-le-feu. Ça va marcher. Tout va marcher. Bah, écoutez, ça, on verra. Ça, si c'est un vœu pieux ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que, au fond, aujourd'hui, il y a un changement, en tout cas déjà, à part tous les bouleversements géopolitiques que l'on connaît et les plaques tectoniques qui sont mises en marche, il y a un changement de vocabulaire. Alors c'est peut-être propre à Trump, mais c'est en train de se faire et encore une fois, on verra avec l'OTAN que ça va continuer. Voilà, ça s'appelle que un éléphant, eh ben ça trompe beaucoup, énormément. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines, ses espoirs. Très 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 belle chanson d'Yves Duteil, la belle langue de chez nous. Oui, la langue française qui a effectivement fait saigner un peu partout dans le monde. Oui, mais alors il paraît qu'il faut plus l'appeler langue française. Non, il faut plus l'appeler langue française, ça va pas du tout. Mais qui dit ça? Qui dit ça, à votre avis? Eh bien, à l'occasion d'un colloque sur l'avenir de la francophonie qui a été organisé la semaine dernière à l'Assemblée nationale par le député Aurélien Taché, eh bien, on a entendu notamment ceci. Écoutez. Notre vision de la francophonie n'est pas la vision d'un soft power à la française, si je peux utiliser un mot anglais ici, mais véritablement une tentative pour faire émerger la francophonie en tant que langue commune. Et si quelqu'un pouvait trouver un autre mot que langue française pour qualifier notre langue, je ne vous cache pas qu'il serait ou elle serait la bienvenue. Pourquoi? Parce que, premièrement, les Français eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont francophones. Ils parlent leur langue maternelle et du coup, ils oublient de regarder souvent autour d'eux. La vérité, c'est que la langue française n'appartient plus à la France et aux Français depuis fort longtemps, puisque 29 nations l'ont comme langue officielle. Alors là, c'est très intéressant. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il faut l'appeler par son nom, dit, écoutez, il faut trouver un autre nom, il faut absolument langue française, ça va plus. Si vous avez une autre idée, c'est la bienvenue, et évidemment, sa grande idée, c'est la créolisation, on va en reparler. Mais juste un mot quand même là-dessus. Il est quand même étonnant. Ah oui, le français, mais il y a des tas de gens, beaucoup plus de non-français qui parlent le français, donc ce n'est plus la langue française. Non, ça va pas. Dites-moi, combien de dizaines et de centaines de millions de gens parlent l'anglais ou l'américain à travers le monde? On va appeler ça comment? On va appeler ça le globish? On va appeler ça la langue monde? On va appeler ça comment? Vous savez, les Américains, voilà, on parle américain, on parle anglais. Ça ne dérange pas des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui parlent anglais. Ah non, mais nous, dès qu'il s'agit effectivement de dire il n'y a pas de culture française, rappelez-vous, notre cher président, il y a culture française, ça n'existe pas. Il n'y a pas de langue française, enfin, quel est le problème? Mais bien sûr, mais au contraire, c'est merveilleux et c'est très bien qu'il y a la francophonie, que des millions, que des dizaines de millions parlent français. Et alors, on ne peut plus dire que c'est français. Ah non, il faut plus dire que c'est français. Il y a une espèce d'extraordinaire chape de plomb, je sais pas si c'est du masochisme, de la contrition, de la repentance, que non, il faut pas parler, il faut pas parler langue française. Mais vous savez, ça ne gêne aucun Africain. Moi, je suis allé très souvent en Afrique. Ça ne gêne aucun Africain de dire qu'il parle français. Il va pas dire non, il y a plus de français. Il faut que ce soit des gens de chez nous, d'ici, qui disent non, ça va pas du tout. Voilà. Et qu'est-ce qui finit comme ça, juste un mot avec Mélenchon, voilà. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Voilà, je préférais qu'on dise, dit Mélenchon, que nous parlons tous le créole, parce que nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sans doute le plus vrai. Voilà, quand Mélenchon sera au pouvoir, je ferai une émission qui s'appellera « Les créoles parlent au créole ». Voilà, et nous parlerons créole entre créoles, et ce sera merveilleux. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français.
Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, écoutez, dans tous mes états, mais vous aussi, vous allez le faire. Je ne comprends pas, vous allez l'être dans tous vos états. Vous savez pourquoi ? On veut redémarrer la centrale nucléaire de Fessenheim. On veut remettre en fonctionnement les 2 réacteurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, là, pleurs de joie à l'Assemblée nationale ou pleurs de douleur. Le 18 juin, carrément, le jour de l'appel, et le jour d'appel d'un certain général, eh bien, l'Assemblée nationale a voté ce redémarrage. Alors, ça va être long, parce qu'on a démantelé Fessenheim. Alors, pour le remonter, pour le reconstruire, ça va pas être... Mais voilà, proposition de loi sur la programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035. Le Rassemblement national a déposé plusieurs amendements sur cette proposition de loi. Ils veulent vraiment... rétablir Fessenheim, vous voyez, alors quoi, énergie et climat, mais ça marche ensemble, énergie et climat, nucléaire et climat, eh bien pas pour Sandrine Rousseau, la députée Sandrine Rousseau, eh ben elle n'est pas contente, Sandrine Rousseau, elle n'est pas contente, et elle l'exprime, écoutez. Merci Monsieur le Président, donc là, après avoir voté hier la réouverture de Fessenheim qui était en cours de démantèlement, on vient, dans l'indifférence générale, de voter un moratoire sur les énergies renouvelables. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'en plus, vous en tirez fierté. C'est incroyable. Ah oui, alors c'est incroyable, c'est vrai. Alors, en plus, vous applaudissez. J'imagine Sandrine Rousseau, qui se bat contre le nucléaire pour les énergies renouvelables, et on sait ce que ça donne, on en a parlé suffisamment ici dans cette émission et à Sud Radio sur les éoliennes et les panneaux solaires et l'extraordinaire résultat qu'ils ont eu depuis des années, avec des centaines de milliards d'euros de dépensés, c'est intéressant. Et évidemment, Sandrine Rousseau, elle voulait en finir avec ce nucléaire maudit, ne plus avoir vraiment, qu'il n'y ait plus que des éoliennes partout, sur tous les horizons de France et de Navarre, et puis les panneaux, très bien, et voilà ce qu'on fait. Mais ça, évidemment, c'est dû à quoi? C'est dû encore au Rassemblement national. Regardez ce que dit Jean-Philippe Tanguy, ce sulfureux, écoutez. J'alerte aussi les gens aujourd'hui qui non seulement ont fermé Fessenheim, mais continuent à abîmer cette centrale pour empêcher peut-être un jour sa réouverture. Ils auront à répondre devant les Français parce que c'est un mensonge d'État, la fermeture de Fessenheim. Maintenant, tout le monde le sait. Ça a été fermé uniquement pour acheter les voix des écologistes et c'est les Français qui payent par des milliards d'euros parce que il y a la fermeture elle-même de la centrale, mais il y a surtout les dizaines d'années pendant lesquelles elle aurait pu tourner. Eh oui, enfin, franchement, non mais Jean-Philippe Tanguy, vous pensez vraiment que des politiques agissent pour des raisons électorales? Non, franchement, non, vous voyez le mal partout. Les politiques n'agissent jamais pour des raisons électorales, jamais pour des conflits d'intérêts, c'est toujours pour le bien de la nation. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voulait supprimer la moitié du parc nucléaire de la France, qui nous donne une électricité quasiment gratuite. On ne va pas épiloguer là-dessus, on en a parlé, mais vous voyez, c'est intéressant de voir effectivement comment l'esprit vient aux jeunes femmes et comment effectivement le réel frappe à la porte à un moment donné où on s'attend le moins. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors voilà, pendant qu'on parle de l'OTAN, pendant qu'on parle du Moyen-Orient et Dieu sait comment, vous avez vu, mais c'est comme ça, ainsi va l'information, ainsi va l'actualité, aussi bien l'écume que les faces cachées de l'iceberg. Il y a quand même autre chose, le conflit russo-Ukraine, le Russie-Ukraine n'a pas disparu. On est toujours là, d'ailleurs Zelensky est au sommet de l'OTAN, même s'il ne fait pas partie de l'OTAN, si l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, et c'est pas demain la veille, mais il est au sommet de l'OTAN avec tous les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe en Russie? Eh bien, on a toujours, vous le savez, en général, les médecins de plateau au moment du Covid, les généraux de plateau au moment de l'Ukraine-Russie, et en général, c'est peuplé de gens, je ne dis pas, attendez, il y a des gens très bien, mais c'est souvent peuplé de gens qui, depuis 20 ans, n'ont pas mis les pieds sur un terrain, n'ont pas mis les pieds sur une ligne de front, et puis qui parlent, et qui disent voilà ce qui se passe, et qui légifèrent, etc. Et depuis quelques années, nous nous sommes habitués à entendre ces
sermons hallucinants sur des montagnes non seulement hallucinantes. Et bien, de temps en temps, il y a aussi un autre son, d'autres mots. C'est ce qu'a fait Thierry Marignac. Thierry Marignac avait écrit Vue de Russie à la Manufacture des livres. Et Vue de Russie, ça s'appelle d'ailleurs Chronique de guerre dans le camp ennemi. Pourquoi c'est le camp ennemi, la Russie, Thierry Marignac? Ben on dirait quand même. Hein. Il semble qu'il y ait une russophobie sérieusement enracinée dans tous les sens, ce qui est un peu logique. On cherche toujours à diaboliser son ennemi, mais on n'entend que ce son de cloche-là. Mais en quoi c'est notre ennemi, nous, en France? Il semblerait que ce soit l'ennemi commun, que d'ailleurs les Coréens de Kim Jong-un qui sont soi-disant sur le front, ils vont s'installer dans le Bordelais puisqu'il est amateur de vin fin. Oui, ça on va suivre. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Russie. On n'est pas non plus on ne sera pas des poutinolâtres. Mais je voudrais aussi signaler que Thierry Marignac a écrit, je l'ai reçu aussi, un très beau roman qui s'appelle L'Interprète. C'est Confidente Noire, Confidente avec un K. Hein. On en parlera en fin d'émission, Thierry Marignac. Mais pour le moment, vous avez passé 3 mois en Russie dans le dernier trimestre de 2024, hein, d'octobre à décembre, c'est ça. Oui. Et vous êtes baladé, et je rappelle que vous parlez, vous écrivez le russe, vous avez traduit énormément de livres russes en français. Donc vous n'êtes pas en territoire, je dirais, étranger du point de vue linguistique, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, si vous regardez un peu, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, sans simplifier, mais en même temps nous racontant, parce que vous avez j'ai eu dans votre livre Vue de Russie, que je recommande, parce que il y a vraiment un tableau, un portrait de la Russie de l'intérieur, comme on n'en voit pas beaucoup, on n'en lit pas beaucoup ces temps-ci. Les lignes de force, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez constaté qui vous a vraiment le plus frappé, Thierry Marignac? Disons que la première chose, c'est que c'est la même civilisation. C'est-à-dire que la représentation occidentale, très souvent donnée, imposée par une forme de propagande comme quoi la Russie contemporaine, ce serait l'URSS de Staline, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. J'en suis le premier exemple. Je me suis baladé partout. Ils me connaissent bien puisque j'étais un copain de Limonov qui était un opposant pendant très longtemps. L'écrivain Édouard Limonov, l'écrivain et politique, oui, bien sûr. Voilà, qui est mort il y a 5 ans. Donc ils savent très bien qui je suis. Je suis allé partout, j'ai parlé à tout le monde, à des gens qui étaient d'accord, à des gens qui n'étaient pas d'accord, et sans aucun problème. Mais c'est même pas ça que je veux dire. Je veux dire que d'abord l'économie, elle semble tourner à plein régime. Si vous êtes sur un périphérique de Moscou, je veux dire tous les poids lourds, les camions, les autocars, etc. Et même dans la vie quotidienne, c'est-à-dire c'est là où je dis c'est la même civilisation. Les Tadjiks ubérisés qui livreurs de pizza. Oui, Tadjik ubérisé, c'est pas mal. Tadjik ubérisé, c'est-à-dire que non mais vous avez constaté les magasins sont pleins. Écoutez, je peux vous dire que j'ai fait mon fameux ragoût d'agneau à la bière belge dans l'Oural à Tcheliabinsk. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Tcheliabinsk, mais c'est loin. Hein. Je vous garantis que quand on y est, on pense plus à l'Europe. C'est en plein Oural. C'est en plein Oural, oui, c'est une ville assez importante, d'ailleurs, comme il y en a en Russie, une ville d'1,5 million d'habitants, métallurgique. Mais c'est très très loin. Et cette ville-là a mérité le surnom de Tankograd pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'usine de tracteurs fabriquait des tanks. Des tanks, d'accord. Et donc les skinheads locaux, c'est le nom qu'ils ont adopté, parce que ça faisait plus viril, les Tankograd Ultra. D'accord. Et alors justement, donc vous voulez dire l'économie, enfin, je dirais on peut parler de prospérité parce que c'est quand même la Russie ou pas. C'est-à-dire les gens vivent à leur faim, mangent à leur faim. Ah oui, ça sur la question de la faim, il y a absolument aucun doute. Mais si vous voulez, moi je regarde des signes élémentaires. Les salles de fitness sont pleines. Il y a des boutiques de vapotage. Et des boutiques de vapotage. Oui, il y a des boutiques de vapotage. Quand même, oui. Et il y a des galeries métavers pour les adolescents. Moi, j'y comprends rien au métavers, mais c'est réalité artificielle, intelligence artificielle, etc. J'ai une vague idée de ce que c'est. La plupart des marques de fringues, en tout cas, sont présentes.
Y compris de marque étrangère, oui. Ah oui, les Max Mara, je vais pas faire de la pub. Zara, etc. etc. Ouais, je comprends. Vous voyez, tout ce que vous pouviez voir à Hong Kong, Londres ou Mexico City. D'accord. Et alors, on va en parler, on va pas prendre le temps d'en parler, Thierry Marignac. Et les gens sont, puisque vous avez les contacts, et non seulement vous avez les contacts, mais vous parlez à tout le monde, puisque vous parlez la langue, vous êtes au moins bilingue là-dessus. Comment sont-ils? Enfin, on parle toujours, tu sais, de la résilience russe, du fait qu'ils ont été habitués quand même aux temps difficiles. Comment ça se passe aujourd'hui? Écoutez, je ne peux parler que des gens que je connais, parce que si je me suis déplacé comme ça, c'est parce que je connais un monde fou, vu que ça fait une trentaine d'années que j'y vais, et que je suis toujours extrêmement bien accueilli. Donc, les gens me font confiance. Et ça, là-dessus, c'est le nom de Limonov, qui est le sésame, qui ouvre, qui a été le sésame. Mais aussi, j'ai traduit nombre de poètes russes. Et la Russie, je crois qu'en Amérique du Sud, c'est un peu pareil, mais la Russie, c'est un des rares pays où les poètes ont un vrai statut, c'est un vrai prestige. Toujours maintenant, toujours présent, ouais. Oui, absolument. À Ekaterinbourg, le poète Boris Rigi, qui s'est suicidé il y a déjà longtemps, c'est une légende locale. Donc les gens, donc avec moi, ils sont assez ouverts. Et rien que le fait d'être un petit Français qui soit pointé comme ça... Vous étiez tout seul? Ah oui. Vous êtes baladé tout seul? Ah oui. Oui, mais je me suis déplacé d'amis en amis, en fait. Oui, bien sûr. Qui m'ont hébergé, qui étaient très contents de me voir et de me parler. Et donc, je dirais que l'attitude générale, c'était bon, le régime, on l'aime pas forcément. Mais c'est nos affaires d'abord. C'est nos affaires de famille. Ensuite, ça c'est une femme médecin qui me l'a dit, qui s'était portée volontaire pour aller soigner les enfants au Donbass. Elle m'a dit, je ne suis pas forcément pour le régime, mais je ne suis pas contre mon pays. C'est l'attitude en général que j'ai eue à peu près partout. Très nationaliste au bon sens du terme d'ailleurs, c'est pas... Patriote, quoi. Patriote, parce que vous savez... Le nationaliste, c'est toujours l'ennemi, et vous êtes patriote. C'est une question de rhétorique. Bien sûr. Alors, on va en parler juste après cette petite pause, Thierry Marignac. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à Thierry Marignac, n'hésitez pas, 0826 300 300, 0826 300 300, vous nous appelez, et on va parler de cela, parce que je trouve que c'est très important de parler des pays quand on y va, vous voyez, parce que ce n'est pas la spécialité la plus répandue. Je pense à quelqu'un vraiment, et que je salue très affectueusement, à une grande reporter de guerre qui est Anne-Laure Bonnel, qui est allée dans le Donbass, qui est allée partout et qui a suivi en pleine guerre, et voilà. Il y en a quelques-uns, effectivement, Lison Boutboul et d'autres, mais vous, Thierry Marignac, comme vous dites, ça fait 30 ans que vous parcourez effectivement ces pays, vous les connaissez à fond. D'ailleurs, on va parler justement, des changements que vous avez vus peut-être en 25 ou 30 ans par rapport à... Puisque, on rappelle que l'ascension de Poutine, c'est en 2000. Donc, en 2000. Voilà, ça fait 25 ans pratiquement. Mais on va parler de tout cela parce qu'il faut parler des peuples et pas seulement des communiqués. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Vue de Russie, il faut le lire. Si vous voulez savoir ce qui se passe actuellement dans le quotidien en Russie, lisez le livre de Thierry Marignac, Chronique de guerre dans le camp ennemi, paru à la Manufacture de livres, et puis son roman. J'en parle aussi, L'interprète, paru chez Confident Noir, Confident avec un K. Ça, c'est un roman polar et qui vaut aussi le détour. Thierry Marignac, alors parlons un peu peut-être des villes que vous avez vues, notamment, je renvoie au livre, il faut le lire, mais par exemple, Kronstadt, l'impression de Kronstadt. C'est-à-dire, c'est un peu aussi un journal de voyage, c'est être sur la route un peu. Bien sûr. Vous avez été on the road again pendant 3 mois. Oui, quoi. absolument, voilà. Oui. À Kronstadt, d'abord c'est extrêmement spectaculaire parce que on a l'impression que ça n'a pas changé depuis les années 20, quoi. On voit les troupes de Trotsky en train de la prendre, etc. Vous savez, ça s'écroule. Il y a encore les bâtiments, si vous voulez, de l'époque. Absolument, oui, qui sont, on ne sait pas s'ils sont en décrépitude ou en rénovation, c'est très bizarre. Limonov disait ça d'ailleurs quand il a parlé de Kronstadt.
C'est un endroit un peu plouc, quand même, faut bien le dire, mais où il y a beaucoup de ferveur. J'ai retrouvé un auteur russe que je connaissais parce que on s'était rencontrés au festival Gorky de Nijni Novgorod, où on m'avait invité il y a 6 ou 7 ans. Et ce mec, à la table du petit déjeuner, il parlait de l'anticommunisme de gauche. L'anticommunisme de gauche, ah ben voilà une expression qu'elle est intéressante. Et donc j'ai rapproché ma chaise tout de suite et j'ai dit vas-y raconte. et depuis on est très amis et je suis allé le voir. Il habite à Kronstadt. Je suis allé le voir parce que il fait de l'aide humanitaire au Donbass. D'accord. Il a même fondé une association qui s'appelle l'association du 24 février. Et ils font régulièrement, je crois que c'est 22 heures de bagnole. Oui, pour arriver jusqu'au Donbass, je rappelle, c'est l'est de l'Ukraine qui est devenu maintenant territoire russe. Voilà. Ouais. Et donc, il racontait, évidemment, c'est des nouvelles du front. Oui, bien sûr. Mais il m'a raconté, par exemple, des anecdotes absolument incroyables, du genre, le premier chargement qu'il a emmené au Donbass, c'est des instruments de musique. Ah bon? Pour le conservatoire de Donetsk. D'accord. Ouais, et il y a des tas de moments comme ça durant tout ce voyage, il y a des tas de moments où il y a des trucs qui étaient très touchants de cette manière-là. Bon, après, il a aussi emmené des gilets pare-balles. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est bien qu'il a emmené des instruments de musique. Mais et parce que, si vous voulez, ça, tous les gens me l'ont raconté. Apparemment, à Donetsk, les gens se sont complètement habitués à la guerre. Et ils refusent d'avoir peur, je crois. Ils sont fatigués d'avoir peur, c'est ça l'expression que j'ai entendue. Fatigués d'avoir peur. Ouais. Et donc, les cafés sont ouverts, les restaurants sont ouverts, etc. Les boutiques sont ouvertes. Et bon, c'est plus comme ça parce que le front a reculé, mais il y a un correspondant de guerre qui est l'ancien chauffeur de Limonov, qui vivait à Pétersbourg, qui m'a raconté que les soldats, ils allaient à la guerre en tramway. Genre au boulot, quoi. Ah oui, ils allaient comme s'ils allaient au travail, quoi. Ouais. Avec leurs armes et tout, dans le tramway. Ouais. Ouais, c'est assez étonnant, ça, vraiment, personne n'en parle. Enfin, ces détails-là. Juste avant de parler de Saint-Pétersbourg, est-ce que vous avez quand même rencontré, parce qu'il faut le dire aussi, je sais que des gens qui sont opposés à cette guerre, qui ne voulaient pas cette guerre. Absolument, j'en ai pas rencontré beaucoup, c'est pour ça qu'il y en a moins dans le bouquin. Non, je comprends, mais vous en avez rencontré. Il y a 20 ans, quand j'ai fait un bouquin sur les drogues en Ukraine et la Révolution Orange, il y avait plus de gens révoltés pour la Révolution Orange que d'autres, parce que j'en ai rencontré plus. Bien sûr. C'est tout. Évidemment, je voulais donner la parole au côté opposé. Ça me paraît logique, parce que moi, mon boulot, c'est pas de prendre parti. Mon boulot, c'est de raconter les histoires. Bien sûr. Et il y avait 3 personnes. Il y avait une poétesse que j'avais traduite, l'écrivain Vladimir Kazlov, dont j'ai traduit 3 bouquins en français, et mon copain Vladimir Moseyev, qui est russe ethniquement d'ailleurs, mais qui vivait depuis des dizaines d'années à Kiev. D'accord. Et qui racontait le début de la guerre à Kiev, quand les troupes russes ont cru qu'elles allaient être accueillies en libératrices, et pas du tout. Ça n'a pas été le cas, bien sûr. Et donc il y a un missile qui tombe. Alors eux, qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, je veux dire, juste aujourd'hui, ils disent on n'aurait pas dû faire ça, Poutine n'aurait pas dû envahir je crois l'Ukraine. Je crois. Ah oui, mais quant à Moseyev qui vivait à Kiev et qui vit maintenant à Berlin, il n'hésite pas, il dit je déteste les Russes. D'accord. Mais il dit aussi, et ça c'est intéressant, vu qu'il était dans un travailleur social chez les toxicomanes anonymes de Kiev, il dit aussi en 2016, j'ai rempli des missions parce que ça existait aussi chez eux. La toxicomanie, le sida, etc. J'ai rempli des missions au Donbass. Et là, je me suis dit, nous avons perdu ces territoires. C'est intéressant qu'un pro-ukrainien dise ça. Parce que c'est des soviéto-pithèques. C'était son expression. Soviéto-pithèque, pas mal, oui. Alors, resté russe. Là-dedans, je vois aussi, j'ai beaucoup d'estime pour Moseyev, j'ai traîné dans tous les bas-fonds drogués de Kiev avec lui, et Odessa aussi.
là-dedans, je vois quand même une forme de mépris de la capitale pour la province. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et ça, j'en suis sûr parce que j'ai souvent connu ça à Kiev. Oui, le mépris des capitales pour les ploucs. Voilà. Ou pour les gueux de l'extérieur. C'est un élément qui finalement joue sa partie dans la guerre. Non mais c'est très intéressant cela. On va continuer à en parler, Thierry Marignac, beaucoup de choses à dire sur tout cela. Mais justement, parlez-nous justement des gens que vous avez rencontrés, etc. Parce que c'est important d'avoir cette réalité russe qui est là, quoi. Parce que pendant la guerre, tout continue, la vie continue, évidemment. Alors on se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. De Kronstadt à Saint-Pétersbourg, de Belgorod à Moscou, Thierry Marignac est parti pendant 3 mois. Il était déjà parti à nombreuses reprises, sur les routes de Russie. Et justement, on a parlé un peu d'économie au départ, vous avez dit tout ça, mais on va un peu parler, par exemple, Saint-Pétersbourg, magnifique ville qui s'appelait Leningrad d'ailleurs. Oui, qui s'appelait... Oui, enfin les Russes, les Russes, ils n'ont jamais trop dit Leningrad, ils ont toujours dit Peter. D'accord. Alors, Saint-Pétersbourg, ville florissante, ville comment... D'abord, effectivement, eux, ils sont loin de la guerre, ils sont pas au front, ils sont pas... Non, mais c'est ça, c'est que dans la plupart de ces villes, et moi je dirais, je pourrais parler d'Ekaterinbourg ou de Tcheliabinsk, loin dans l'Oural aussi, on est loin de la guerre. Bien sûr. On a des avertissements de temps en temps. Par exemple, pendant tout l'automne, c'était la question des frappes dans la profondeur. Ah oui, avec les drones et compagnie. Avec les drones, etc., etc. Bon, et on entendait les avions de chasse. Bon, mais ça reste quand même assez loin. Je veux dire qu'à Moscou, par exemple, au centre-ville, la géolocalisation des téléphones était brouillée. Ah oui, d'accord. Oui, quand même. La géolocalisation. Mais en fait, donc, ils étaient là, donc, eux vivent ça comment? Je parle que ce soit dans l'Oural, ou que ce soit à Saint-Pétersbourg ou ailleurs. Ils parlent de ça ou ils parlent pas de ça? Si vous avez... Ils en parlent de temps en temps, mais c'est toujours avec cette attitude ça aurait pu être mieux fait, ça aurait pu être fait autrement, etc. Mais c'était inévitable. Il faut se souvenir qu'en 2014, au moment de ce qu'on a appelé le printemps russe, quand la guerre a commencé, ce que vous disait Anne-Laure Bonnel, quand la guerre a commencé, il y a eu un grand éventail de sensibilités diverses qui se sont unies pour aider le Donbass. Ça allait du Parti communiste aux associations patriotiques d'extrême droite. D'accord. Ah oui, il y a eu une union sacrée pour le Donbass. Ça s'appelait le printemps russe aussi. D'accord. Vous savez, c'est l'époque du printemps arabe, donc... Et c'était une fraction de la population qui était non négligeable. Ça donne une indication qui, selon moi, est la plus exacte. C'est que, vu qu'il y avait une opération ukrainienne en préparation sur le Donbass, le régime russe a réagi parce qu'il n'y aurait pas survécu s'il n'avait pas fait quelque chose, s'il avait laissé l'ethnocide se réaliser. Oui, c'est vrai, il faut rappeler le bombardement de la population civile du Donbass pendant des années. Moi, j'ai parlé à des réfugiés ukrainiens à Ekaterinbourg en 2015. Ouais. C'était pas des foutes de guerre, c'était une mère d'une 40aine d'années et un fils de 15 ans. Ils étaient terrorisés. Bien sûr. Ben oui. Donc, alors, ce qui fait que, pour revenir au sujet, c'est-à-dire les Russes, ils ont tous tendance à dire... que ce soit mes copains de Kronstadt qui leur apportent des instruments de musique, ou les Russes simples, j'ai parlé, je connais beaucoup de gens ordinaires aussi, j'ai parlé à tout le monde, ils disent on ne pouvait pas laisser faire ça. Il y a un consensus là-dessus, quoi. Absolument. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, Saint-Pétersbourg, vie culturelle, vie tout ça, ça vit très fortement, ça vit intensément, ça se passe comment? Dans la vie quotidienne, bien sûr. Dans la vie quotidienne, la ville a l'air très très animée.
les restaurants sont pleins, et il y a même des pochoirs sur certains murs. Vous savez, c'est la technique des dealers modernes. Oui. Des pochoirs sur certains murs avec des petits symboles sur des drogues modernes que je connais pas parce qu'à mon époque ça n'existait pas, mais et le code Telegram en dessous. Ah oui, carrément. Alors la drogue, justement, ça joue un rôle fort, comme partout, hein, que ce soit ici, écoutez, ailleurs. En France, un matin, dans l'Oural, j'étais réveillé par des gens qui creusaient dans la cour qui était gelée, à coups de pioche, dans l'uniforme mondialisé des survêtements, et je comprenais pas ce qui se passait. Après, j'ai demandé aux voisins. Ils m'ont dit, oh, ils cherchent de la cam. D'accord. Il tapait la glace à coups de pioche, quoi. Parce qu'il y avait, ils croyaient où il y avait. Ouais. Mais les voisins étaient habitués. Ça se passait tout le temps comme ça. Et moi, j'ai une certaine expérience. Je peux vous dire les visages que je croisais là-bas, jusqu'au fond de l'Empire, ils me laissaient aucun doute. Donc à Pétersbourg, j'ai vu ces pochoirs. C'est très drôle. C'était sur un monastère. D'accord. C'est un monastère qui est au bout de Pétersbourg, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a 2 cimetières où sont enterrés le compositeur Shostakovich et Dostoïevski. D'accord. Et si on part un peu à droite et qu'on s'enfonce dans une espèce de douve, il y a les moines, et ils produisent du pain, du lait, du kéfir, enfin des produits laitiers. Et là, c'est là que j'ai vu tous les pochoirs sur la cam. Oui, c'est comme des graffitis, quoi. Oui. Qui sont là, c'est ça. Oui. Et il faut savoir qu'en août de l'année dernière, il y a eu une décision ministérielle, je crois, qui a décidé que ces pochoirs pouvaient déclencher des poursuites pénales. D'accord, ben oui. On attaque les trafiquants. Parce que ça se multiplie, c'est tout. Bien sûr. Vous voyez, et il y a des affaires comme ça qui se multiplient. Moi, je connais pas grand-chose à la guerre, mais la guerre des stupéfiants, c'est une de. Oui, ça, vous connaissez. C'est un truc que je connais. Vous avez écrit plusieurs livres là-dessus, en tout cas. C'est un truc que je connais. Ouais. Et donc, je regardais ça avec intérêt. Et je dirais que paradoxalement, ça prouve que c'est la même civilisation. Mais vous voulez dire, ils sont aussi occidentaux que nous là-dessus. La cam, elle circule comme aux États-Unis, ou ici, d'ailleurs. Bah oui, si, absolument. Non, mais c'est intéressant ça, parce qu'il faut quand même rappeler ça. Je voudrais juste qu'on parle aussi, alors quand vous êtes approché du front, Belgorod. Oui. Alors comment s'est passé à Belgorod ? Belgorod, c'est vraiment pratiquement, enfin, à quelques kilomètres de la ligne de front. Oui. Je voulais aller voir quelqu'un de précis, et mon bouquin est quand même pas mal fondé sur des portraits. Qui s'appelle Gennady Alekhine, qui était encore un copain de Limonov, qui est un ex-colonel de l'appareil de presse de l'armée russe. D'accord. Et qui est un spécialiste donc de la guerre de l'information. La guerre de l'information, c'est un de mes sujets dans ce livre. Puisque c'est pareil, la guerre en elle-même, je n'ai aucune compétence militaire, mais la guerre de l'information, j'y comprends quelque chose. Donc c'est lui qui m'a dit, viens voir, et voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez sur la guerre de l'information, comme sur la guerre ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez vu là-bas ? Il m'a expliqué, Gennady, que tout le monde ment. Donc le mec était honnête. Tout le monde ment, des deux côtés ? Oui. D'accord. Il dit tout le monde ment, mais du côté russe, c'est axé plutôt sur la propagande politique, tandis que du côté ukrainien, c'est axé plutôt sur la désinformation. C'est-à-dire, attendez, c'est intéressant ça. Précisez un peu, vous voulez dire, les Russes appuient quoi sur plutôt le patriotisme, voilà, etc. Voilà. Mais ça. Par exemple, il m'a donné un exemple, Gennady. Il m'a dit, après l'affaire Prigojine, il y a eu quelques généraux, Wagner, etc. Quelques généraux qui ont ouvert leur gueule. Juste après. Cette insurrection avortée là. Bien sûr, l'insurrection avortée. Et Poutine, bon, ils ont été mutés. Et les Ukrainiens ont commencé, les Euro-Ukrainiens d'ailleurs, ont commencé à diffuser l'information selon laquelle ils avaient été liquidés. Mais par insinuation, on les voit plus, comme c'est étrange, etc. Ce qui avait 2 avantages, selon Gennady, c'est de continuer à décrire la Russie moderne comme l'URSS de Staline, évidemment. Les purges, évidemment. Voilà. Et le deuxième avantage, c'était que vu dans le contexte
de l'époque Prigojine, où c'était quand même relativement agité, c'est la possibilité de susciter ou de fomenter des nouvelles mutineries dans l'armée russe. D'accord. Et donc, cette désinformation, elle servait à ça. Et pour être tout à fait honnête, j'ai vu dans un grand quotidien du matin parisien cette thèse-là, c'est un article là-dessus, on les voit plus, comme c'est étrange. Oui, bien sûr, c'est la guerre de l'information. Voilà. Et alors, côté russe, comment ils traitaient ça? Vous dites, c'est l'autre côté, c'est plus politique. Oui, c'est plus politique, ça mène plus à des discours sur la patrie, les valeurs, toute... enfin, je dirais, comment dire, le contre-discours du woke. Ah oui, d'accord. Le woke étant cette partie de l'Occident... Étant le diable occidental. Le woke est très combattu en Russie. Combattu, je veux dire, vitupéré... si vous voulez, les gens... quand vous parlez à des gens dans la province russe, ils n'ont pas envie qu'il y ait des drag queens qui viennent parler à leurs petits garçons, quoi. Ça, c'est sûr. Hein, et ça leur paraît démentiel. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, à Moscou et même à Pétersbourg, moi j'ai vu des garçons qui se tenaient la main au centre-ville et mon ami... Sans être embêté, oui, l'homosexualité, enfin, il n'y a pas... Ah, c'était pas comme ça il y a 25 ans, ça je vous le garantis. Ouais, d'accord. Ça a beaucoup changé. Et mon préfacier me disait, tu sais, il y a toute cette idéologie, mais les clubs gays, ils sont toujours ouverts, etc., parce qu'il faut que l'argent circule. Eh oui. L'économie a ses raisons que le capitalisme, l'autre raison n'ignore pas. Voilà. Le capitalisme a ses raisons, absolument. Voilà. Ouais. Alors, ce qui était très frappant à Belgorod, c'est d'abord, c'est une ville où il y a 10 alertes aériennes par jour. Oui. Et il n'y a pas de chômage dans le bâtiment là-bas. Parce que oui, on détruit, on reconstruit, on détruit, on reconstruit. Ouais. Dans le train, pour y aller et pour en revenir, j'étais avec des travailleurs du bâtiment qui avaient fait des missions. Il y avait des Bouygues? Non, enfin, on va pas faire de pub. Il y aurait pu. Il y aurait pu. Non, mais vous voulez dire que, oui, c'est de le quotidien de cette ville, quoi, notamment. Absolument, il y a des abris anti-aériens à tous les coins de rue. Et il y a des spots publicitaires à la télévision où on vous conseille de courir en zigzag. Ah ouais. Vous voyez, comme pour devant pour un tireur d'élite. Comme pour éviter des snipers. Voilà, de courir en zigzag. Et moi j'ai vécu un certain nombre de ces alertes, c'est normal, puisque je me baladais dans la ville et qu'il y en a tout le temps. Et les gens, comment ils prennent ça? Je veux dire, les gens, ils sont habitués. Les gens, tant que c'est que les sirènes, ils bougent pas. D'accord. Ah bon, ils bougent pas. Quand ça commence à faire des pap, 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 là, ils se mettent à courir. D'accord. Ouais. Et c'est leur quotidien. Enfin, c'est quotidien. Ça, mais c'est tous les jours. Je suis allé voir le directeur de la bibliothèque pour enfants là-bas, Likhanov, parce que ce Likhanov qui a ce nom-là, j'ai traduit un de ses bouquins. Il m'a montré. La bibliothèque avait été refaite, mais il a ouvert son placard et il m'a montré les éclats des drones suicides. Ouais. C'est des morceaux de ferraille gros comme le poing. Hein. Vous n'avez pas envie de prendre ça dans la bidoche. Ouais, c'est sûr. Oui, quand si on le reçoit, c'est pas. Oui. Mais ils sont. J'aime pas ce mot de résilience là qu'on emploie à toutes les sauces, mais ils tiennent le coup. Enfin, ils tiennent. Ils sont très endurants, vous voyez. Et le souvenir des années 90, enfin c'est un cliché, mais le souvenir des années 90 est très présent à leur esprit. On leur a fait déjà une fois le régime à l'occidental, ils en veulent plus. Ouais. C'est-à-dire que même si celui-ci est pas idéal, tout le monde mange et il n'y a pas des bandes de truands qui se massacrent sur la place de la mairie. Ouais, c'est ça. Il y a une sécurité quand même de ce point de vue-là. Ah oui, ouais. Oui, nettement. Ouais. Donc, on a même essayé d'aller sur le front. Bon, il y a eu des drones et tout ça. On a été obligé de rebrousser chemin. Et on m'a parlé beaucoup de l'impréparation. J'étais avec un ancien du renseignement militaire et mon ami Gennady, qui est un ancien colonel, qui a fait quand même la Tchétchénie, tout ça.
beaucoup parlé de l'impréparation de l'armée russe au départ. Oui, c'est intéressant ça, oui. Alors qu'ils n'étaient pas, effectivement, formés pour ce qui allait arriver. C'est pour ça que peut-être cette espèce d'orgueil des Européens avant, ils prennent les puces de machines à laver, enfin vous savez. Oui, on avait, les Russes étaient... Peut-être pas complètement infondé parce que l'ancien du renseignement militaire, il m'a dit ils n'avaient pas de moyens de communication. Ouais. Mais c'est drôle, mais enfin ils se sont rattrapés depuis, visiblement. Oui, mais ça c'est clair. Ça, vous savez, c'est Bismarck qui le disait. La Russie n'est jamais aussi puissante qu'on ne le craint et jamais aussi faible qu'on ne le souhaite. On le souhaite. On va continuer d'en parler et on va arriver à Moscou, Thierry Marignac. On va arriver à Moscou, non pas la fin du périple, mais encore une fois, lisez ce livre, Vue de Russie, lisez aussi l'interprète. C'est vraiment très intéressant de voir ce qui se vit, effectivement, par quelqu'un qui, heureusement, parle la langue. Encore une fois, comme disait Michel Audiard, il y a peut-être des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Thierry Marignac est un poisson volant, pour ça qu'il faut le lire. André Berkoff. Toujours avec Thierry Marignac et ses passionnants Vues de Russie, ses chroniques de guerre dans le camp ennemi, en sous-titre. Et puis on arrive à Moscou. On va pas faire une grande description de Moscou, mais ça me permet quand même, comme il y a une certaine institution, je dirais, un bâtiment, c'est un corps de bâtiment qui s'appelle le Kremlin. Je voudrais savoir, parce que nous, d'ici de l'extérieur, comment est perçu, pas une réponse globale, ce serait idiot, mais quand même, comment est perçu Poutine, au fond? Est-ce qu'il est perçu de façon très différente, puisque maintenant, ça fait 25 ans. Oui, c'est complètement différent. Je dirais que ça me rappelle un peu, il y a une expression comme ça des femmes en Russie sur leur mari. Oui. Elles lui disent « tu es mon malheur familier ». Oh, qu'est-ce que c'est joli. Tu es mon malheur familier, mais c'est superbe. J'adore. On va répandre ça. Bon, et c'est un peu ça avec Poutine. Je vous raconterai une histoire en russe. Les blagues, c'est un mot français, ça veut dire c'est anecdote. Anecdote. Ah oui, anecdote. Anecdote. Et anecdote, ça veut pas dire anecdote, ça veut dire blague. D'accord. Et donc la blague que j'ai entendue à Ekaterinbourg et qui faisait rire tout le monde, c'était « Merci Poutine et les oligarques d'avoir rendu notre pays invivable parce que comme ça on n'a pas de migrants ». Ils ont un vrai sens de l'humour, dites-moi, les Russes. Ah oui, ils ont un sens de l'humour. Sens de l'humour souvent très noir, mais un grand sens de l'humour, bien sûr. Je sais que quand la sœur du poète Boris Rigi, avec qui je suis lié d'amitié, m'envoie moi et son mari chercher de la cannelle au supermarché. Ouais. On trouve pas de cannelle. Ouais. On en fait un autre, on n'en trouve toujours pas. Ouais. Et je dis, c'est les sanctions. Et le mec se plie en deux. Et à chaque fois, pendant le mois où je suis resté, à chaque fois il manquait un truc, on disait, c'est les sanctions. Et ça faisait rigoler tout le monde. Ouais. Parce que c'est pas les sanctions. Ils s'en foutent. Non, je vous assure. Je vous dis, j'ai fait un ragoût à la bière belge à Tchéliabinsk. Pas mal, vive l'embargo. Non, enfin, j'exagère, mais... Alors, pour revenir juste à Poutine, donc vous dites, à part le malheur familier, justement, que-t-il favorise pas? D'abord, il le voit pas comme le tyran omniscient qui fait tout. Il le voit pas comme le terrible dictateur, etc. D'abord, la perception en Russie, c'est que il faut qu'il y ait un homme à poigne pour contrôler un pays aussi vaste. Deuxièmement, il le voit pas. La différence avec la perspective occidentale, c'est qu'ils comprennent bien qu'il y a toute une oligarchie avec. Tout un appareil d'État avec. Il l'isole pas dans le sensationnalisme de la presse européenne, vous voyez ? Ça, je comprends. Qui en fait le diable, etc. Il suffit de dire Poutine, tout le monde se mire dans sa bonne conscience, je lutte contre la tyrannie. Non, il n'y a pas cette sensation-là. Mais vous savez, mes amis de l'Oural, ils ont appris l'existence de Navalny par Euronews. Ouais.
Oui, bah, bien sûr. Il savait l'opposant, l'opposant Alexei Navalny, bien sûr. Il savait pas qui c'était. Et Euronews, il le consultait encore. Je crois que maintenant c'est plus possible. Mais quand j'y étais en automne, il le consultait encore. Oui. Et YouTube, qui devait être interdit, n'a été interdit que très récemment. Ça passait encore. Pas partout, mais ça passait encore. Il a été interdit quand même. Il y a un problème de liberté quand même, comme surveillé, quoi. Au moins très surveillé. Il a été interdit, mais je pense que c'est en grande mesure, en grande partie en représailles contre l'interdiction de RT. Oui, bien sûr. RT parce que pendant très longtemps, moi je vous ai regardé, André, de Ekaterinbourg, vous vous rendez compte? Je suis très fier que vous m'ayez regardé Ekaterinbourg, mon cher Thierry Marignac. Je voudrais dire vraiment, écoutez, maintenant vous avez écouté, allez-y, lisez-le, lisez Vue de Russie, vous entendrez beaucoup de choses, et puis lisez, alors je le montre, Vue de Russie, et puis l'autre aussi, qui s'appelle L'interprète de Thierry Marignac, un roman policier, un très bon polar, qui est paru chez Confidente. Voilà. Et puis, écoutez, nous, ce que nous aimons ici, c'est justement de recevoir des gens qui ont été sur le terrain et qui ont payé pour voir.